mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Collège de France pour cette conférence matinale, une fois n'est pas coutume, consacrée à droit et peinture, la cause animale de l'escargot à l'hermine. J'ai le grand plaisir d'accueillir mon collègue et ami Alain Papot, qui est professeur à l'Université de Lausanne, professeur de méthodologie juridique, de philosophie du droit et de philosophie du droit de l'environnement. Alain Papot enseigne aussi régulièrement en faculté des géosciences et de l'environnement à Lausanne, donc il franchit le Rubicon, et il est professeur invité à l'Université d'Aix-Marseille. Alain Papot est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Lausanne, d'une maîtrise en philosophie de l'Université de Genève et d'un diplôme en philosophie du droit de l'Université Saint-Louis de Bruxelles, où il a enseigné de nombreuses années lorsque l'Académie européenne de théorie juridique existait encore, ou en tout cas sous une forme, sous sa forme première, disons. Voilà. Ses domaines de recherche portent sur l'épistémologie juridique, vous en entendrez parler aujourd'hui, en particulier les rapports entre science et droit, la philosophie du droit international public et privé, en particulier en lien avec l'extranéité, c'est un travail tout à fait intéressant, la sémiotique et l'herméneutique du droit, la logique indiciaire, en lien avec l'abduction, la théorie des sources du droit et, je l'ai déjà dit, la philosophie du droit de l'environnement. Alain Papot est co-directeur, vous le savez peut-être, vous l'avez lu, du dictionnaire de la pensée écologique et de la collection Questions écologiques au PUF. Il a de nombreuses publications à son actif, je ne pourrais pas toutes les mentionner ici, mais parmi les publications récentes qui sont en lien avec ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, je vous recommande tout particulièrement Homo Faber, Pourquoi nous ne ferons rien pour l'environnement, au PUF, paru en 2025, et Le corps du droit, paru en 2024 chez Infolio. Merci infiniment, cher Alain, d'être venu jusqu'à Paris pour nous parler. Après ta conférence, il y aura une quinzaine de minutes de discussion, donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à rester pour cette discussion. Merci. Mesdames, Messieurs les professeurs, je ne saurais commencer cet exposé sans remercier l'Assemblée des professeurs, et en particulier Madame la professeure Samantha Besson, pour avoir eu le courage de proposer cette contribution juridique peu orthodoxe. Prenant la parole au Collège de France, abordant la peinture et Léonard de Vinci, il eût été indélicat de ne pas commencer par mentionner Paul Valéry, juriste de quelques semestres, qui a enseigné au Collège de France de 1937 à 1945, auteur d'une fameuse et perturbante introduction à la méthode de Léonard de Vinci. La peinture donnera chair ici à quelques figures nodales, induites du débat autour des causes animales et environnementales, une manière d'épistémologie incarnée portant avant tout sur les rapports entre science et droit, en particulier autour d'une justification de la peinture dans la chose intellectuelle avancée par Léonard de Vinci lui-même. La peinture est cosa mentale, la peinture donne à penser. Elle n'est pas qu'esthétique. Un moyen de cognition, donc, la peinture pour incarner des caractéristiques originales du droit, sa force instituante, sa performativité liée au sacré, et également sa façon surprenante de catégoriser le réel, l'ontologie ordinaire, celle que l'on rencontre tous les jours, par exemple, en qualifiant les animaux de meubles, voire même d'immeubles. Le verbe grec, katégorein, signifie mettre en accusation. Il s'agira bien ici de mettre en accusation aussi bien
les objets de la catégorisation, comment pensons-nous les animaux, notamment en droit, mais également le sujet de la catégorisation, c'est-à-dire l'homme lui-même en tant qu'il se projette sur le monde à travers le droit. Nous retrouvons ici la fonction anthropologique du droit, défendue notamment par le professeur émérite du Collège de France, Alain Supiot, en sous-titre de son magnifique ouvrage Homo Juridicus. Il s'agira bien donc de fonction anthropologique du droit. Précisons enfin que pour la Renaissance, le mot perspective n'était pas premier. On désignait d'abord ce travail sur la mise en forme d'un tableau par commensuratio. Commensuratio, avoir la même mesure, la juste proportion, ou si vous préférez, la bonne mesure. La question étant de savoir si l'homme lui-même fait encore montre aujourd'hui de bonnes mesures. Premier tableau, l'Annonciation de Francesco del Cossa de l'école de Ferrare, un maître de la perspective. Le thème de l'Annonciation est un thème divinement juridique, à tout le moins pour qui épouse la force subversive du thème de l'Annonciation. Dans les termes de saint Bernardin de Sienne, l'Annonciation est l'incommensurable divin qui vient dans le commensurable humain, c'est-à-dire le Père devenant Fils, s'incarnant de chair, ou l'infigurable dans la figure, ou encore l'infini dans le fini. Un problème, vous le comprenez, épistémologiquement énigmatique, tout à fait analogue au problème que rencontrent les juristes quand ils doivent relier la loi en tant que générale et abstraite au cas en tant que singulier et concret. Il n'y a pas de démarche objective, automatique, algorithmique, dirait-on aujourd'hui, pour passer de la loi au cas. Seul un jugement le peut. Je vous laisse quelques instants admirer l'escargot. Il en sera question. Il va nous poser maints problèmes d'épistémologie plus que d'esthétique. Permettez-moi de souligner ici la savate de l'archange, étrange représentation, et l'escargot. Ayez en tête la comparaison de leur taille. L'escargot monstrueux, le droit n'est jamais naturel. Il s'agit bien sûr dans ce titre d'une allusion à Aristote, le monstre est le naturel. Étrange représentation d'un monstre, par la taille déjà, nous y reviendrons, baveux au pied de l'Immaculée Conception. Une erreur funeste, devrait-on penser. Qui plus est, cet escargot baveux est le symétrique de Dieu le Père aux cieux. Voici l'escargot, le point de symétrie est même indiqué par l'archange lui-même sur la colonne, et vous retrouvez ici Dieu le Père qui a la même forme que l'escargot. L'étrange symétrie, question de perspective, de commensuratio. Plus grave, l'Annonciation tient dans l'échange des regards entre l'archange Gabriel et la Vierge Marie. La Vierge Marie doit accepter la proposition du divin. Mais alors, ce tableau est un échec complet. Regardez le pavement qui construit la perspective de ce tableau. Eh bien, dans la diagonale qui va de la Vierge vers l'archange, là où les regards doivent s'échanger, vous avez une colonne
Les regards ne peuvent donc pas s'échanger. L'archange et Marie ne se voient pas. Bien étrange annonciation. Pareille incohérence, souligne Daniel Arras, ne peut qu'être volontaire. Il s'agira de comprendre pourquoi on l'a dit, la peinture est causa mentale. Regardons maintenant l'escargot et sa taille. Rapporté à la semelle de la chausse de l'archange Gabriel, l'escargot doit mesurer une vingtaine, 25 cm. Un monstre. Ce ne se peut. Pareille incohérence est plus qu'improbable. Regardez encore l'escargot. Sa perspective est étrange. Certes, il est bien une figure du tableau, un personnage. Il n'est pas véritablement représenté dans le tableau. Si vous regardez bien sa perspective, Del Cossa l'a représenté comme s'il se promenait sur le cadre du tableau, dans notre monde. Et dans notre monde, la taille de cet escargot est tout à fait normale. Quoique relativement grand, mais normale. Elle ne devient incohérente que si on replace l'escargot avec ses tailles dans le tableau. Il y a là de nouveau une incohérence de Del Cossa, une causa mentale. Enseignement cognitif, ce qu'essaie de nous montrer Del Cossa est un problème sémiologique fondamental. Le mot n'est pas la chose. Le tableau d'une annonciation n'est pas l'annonciation. Il n'est qu'une représentation. Présentation pour nous, c'est-à-dire pour nous à travers une certaine culture et non pas en soi. L'escargot devient alors extrêmement intéressant puisqu'il est simultanément à l'intérieur du tableau, comme une figure du tableau, et à l'extérieur du tableau, comme se promenant sur le cadre. Exactement une dialectique du dedans et du dehors qui permet le lieu de passage, lui aussi énigmatique, entre le mot et la chose. Et c'est sur cette énigme que nous reviendrons. Ce passage s'opère par l'interprétation. Tout est interprétation dans le monde des humains. Et pourquoi tout est interprétation dans le monde des humains? Nous en avons la réponse dans la sémiologie, qu'elle vienne de Charles Sanders Peirce ou de Umberto Eco, parce que la structure même d'un signe est toujours une inférence. Qu'il soit symbole, icône, indice, le signe a toujours pour structure si, alors. Si, fumée, alors feu. Oui, mais la fumée peut avoir d'autres origines que le feu. De la vapeur d'eau, un brouillard, une réaction chimique, un goudron chauffé l'été, un mirage. Et nous voyons donc à nouveau que dans tout acte humain de cognition, il y a un choix. En d'autres termes, le signe ne porte une signification que parce que l'humain a lui-même choisi de lui conférer cette signification. Il n'a pas de signification en soi, ce qui sera important notamment pour penser la question de la valeur intrinsèque. Enseignement juridique, et que les juristes de cette salle me pardonnent, je pense que l'escargot est la meilleure représentation du droit. Même si j'affectionne particulièrement les dames justice, parce qu'il montre l'extraordinaire complexité du droit, qui est à la fois à l'intérieur de la société, puisqu'il en est le produit comme exsudé par elle, et en même temps à l'extérieur de la société, puisqu'il peut juger des actes de la société. On juge même des présidents dans certains pays. C'est dire la puissance du droit. Donc, une dialectique dedans-dehors, une dialectique du descriptif et du prescriptif. Il est donc les deux d'une très grande ambivalence. Jean-Pierre Dupuy, grand épistémologue, a décrit cette dialectique de l'endogène et de l'exogène en expliquant que les valeurs qui ont cours en droit, en éthique, sont toujours endogènes, elles sont toujours le fruit d'humains,
mais le fruit d'humains qui vont projeter leur choix vers quelque transcendance, mythologique, religieuse, rationaliste, peu importe, pour ensuite accepter que cette valeur leur revienne comme de l'extérieur, endogène et exogène, en hétéronomie, devenant pour eux obligatoire et parfois même intangible, alors qu'ils en ont eux-mêmes été les auteurs. C'est un geste d'autotranscendance de la valeur ou d'autotranscendance des humains qu'on appelle aussi autoréférence ou autofondation et que Dupuy qualifie très subtilement dans un magnifique livre, La marque du sacré, comme un sacré épistémologique. Il s'agit bien de sacré, puisque vous retrouvez la notion antique et médiévale de causa sui, Dieu est à lui-même sa propre cause, qu'on traduit de manière plus dynamique dans le langage anglais d'aujourd'hui par bootstrapping. On se tire soi-même par les cheveux ou par les lacets, comme le baron de Münchhausen. Mais c'est toujours la même structure épistémologique de l'autofondation ou de l'autoréférence. Comment le droit pourrait-il se permettre pareil geste paradoxal d'autofondation, d'autoréférence? La raison en est simple et pourtant peu présentée. La finalité du droit est le juste, alors que la finalité de la science est le vrai. Certainement que la science ne souffrirait guère pareil sacré épistémologique, autoréférence, autofondation, alors que ces figures-là ne posent aucun problème en droit. La finalité du droit n'est pas le vrai, n'est pas la vérité, mais le juste, et nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. D'où cette conclusion d'un grand philosophe des sciences, Bruno Latour, très intéressé au rapport entre science et droit ou sciences dures et sciences humaines. Il devient urgent de ne pas demander aux sciences de trancher, de ne pas exiger du droit qu'ils disent vrai. C'est dire que l'usage des sciences dans le droit ne peut être de pure réception, puisque leurs finalités ne sont pas les mêmes. Cette réception même des sciences en droit demeure quelque peu énigmatique, comme en peinture, le sourire de la Joconde. Lisa del Giocondo, droit agréable et jus de bouillon. Giocondo signifie agréable en italien. Pourquoi le droit serait-il agréable? À ses origines romaines, le droit dit ius, J-U-S, c'est sa dénomination latine, serait agréable parce qu'il serait véritablement un jus de bouillon. Mais de quel bouillon s'agit-il? Le bouillon de la viande des animaux sacrifiés aux dieux afin de consacrer le serment entre deux adversaires qui décident enfin de faire la paix. Une viande cuite, évidemment on pensera à Claude Lévi-Strauss, apprêtée pour le repas entre les co-jurés. Et nous verrons qu'ils sont co-jurés non pas entre eux, mais chacun à l'égard de son Dieu. Un repas de convivialité afin de sublimer autant que faire se peut la violence qui anime les humains. Le serment est de l'ordre du sacré. Nous le voyons très bien au droit suisse où la confédération elle-même s'appelle Eidgenossenschaft et Eid signifie sacré. Donc le serment est sacré, la Constitution suisse commençant par un serment au nom de Dieu Tout-Puissant, qui est une formule tout à fait sacramentelle, qui n'a rien à voir avec un contrat social. Donc le serment est bien sûr un sacré d'ordre religieux, mais également d'ordre épistémologique. Pourquoi? Parce que les parties ne s'engagent pas l'une à l'égard de l'autre, mais chacune s'engage envers son propre Dieu.
chacune par cet engagement vertical à l'endroit de son Dieu, finit par induire un lien juridique horizontal entre elles, alors même qu'elles ne sont pas engagées l'une véritablement à l'endroit de l'autre, mais bien chacune envers son propre Dieu. En ce sens-là, on comprend qu'il ne s'agit pas de contrat, aucunement, mais de serment, qui est bien une figure juridique plutôt oubliée, mais tout à fait attestée dans l'histoire du droit. La différence est colossale entre les deux institutions. Elle oppose deux notions que les juristes ont tendance à confondre, la réciprocité et la synallagmaticité. La synallagmaticité répond à cette très belle formule, sorte de traduction par Paul Ricoeur de la formule romaine do ut des, je donne pour que tu donnes. L'utilité de la mesure est claire. Le Larousse est encore plus lucide que les juristes. La synallagmaticité est telle que la prestation de l'une est la cause de la contre-prestation de l'autre. La cause de la contre-prestation de l'autre. C'est exactement le contraire de ce qu'on appelle en droit l'auctoritas, l'autorité. Vous imaginez mal tout de même que des rapports entre parents et enfants soient de l'ordre du contrat. Ils sont bien évidemment de l'ordre d'une réciprocité. La prestation n'est pas liée à une contre-prestation. De même, le rapport entre le maître et ses élèves, où le maître cherche à élever ses élèves, précisément à les élever. C'est un rapport sans domination comme tel. C'est le vieux verbe exducere, éduquer. Ainsi, dans le serment, chacun s'engage à proportion des dieux. La différence est énorme puisqu'alors vous introduisez nécessairement un tiers, le tiers si cher à François Host, puisque le dieu ou les dieux, s'ils sont différents du serment, sont témoins du serment. Ils sont des tiers par rapport aux parties qui ne sont à ce moment-là pas des co-contractants, mais des co-jurés. Et le tiers est bien sûr source d'apaisement, puisqu'il évite la rivalité mimétique entre les co-contractants ou ceux dits partenaires. Par cette idée de l'éducation, nous retrouvons une fonction ancienne du droit, oubliée dans la modernité, mais qui refait jour aujourd'hui à la faveur des causes environnementales et animales, qui est la question du droit éthico-pédagogique. Le droit cherche réellement aujourd'hui à rendre ses citoyens bons, comme le disaient Platon et Aristote. Pensons maintenant à la pollution. La pollution est le déclencheur du droit de l'environnement. Mais que signifie étymologiquement pollution? Introduire le profane dans le sacré. C'est sa définition genuine. Eh bien, la dialectique de l'endogène et de l'exogène que permet le droit inverse en quelque sorte la proposition. Il transforme une valeur profane, parce que choisie par les hommes, propulsée vers quelque transcendance pour nous devenir indisponibles, c'est-à-dire sacrée, telle la valeur intrinsèque ou la cause animale. Nous aurons l'occasion d'en discuter, à tout le moins la rendre indisponible juridiquement. Nous connaissons ce geste en philosophie. Platon propulsera les origines de la politique dans quelques mythes afin que les humains ne puissent pas éternellement discuter des fondements de la politique. Même geste concernant les droits fondamentaux. Les droits de l'homme ne sont pas, affirme-t-on, décrétés, ne sont point œuvre d'un législateur, mais reconnus, en quelque sorte
observer comme objectif. Là aussi, un exogène qui nous revient comme si nous n'avions pas nous-mêmes établi ces valeurs. Ou encore la discussion sur la valeur intrinsèque. Même problème d'une valeur endogène transformée en sacrée, sur laquelle on ne pourrait donc pas revenir. Alain Suppiot, déjà mentionné, montre la constance de ce geste qui peut paraître très singulier, que les juristes connaissent bien sous la forme du dogme. Le dogme n'a pas à se justifier, il est posé, on peut certes le justifier, mais il n'a pas à faire preuve de quelque vérité scientifique que ce soit. Il est posé. Alain Suppiot le reconnaît par exemple dans des passages de la Constitution américaine où le peuple américain considère certaines valeurs comme l'individualisme ou la recherche du bonheur comme self-evident. Si elles sont self-evident, c'est que nous n'avons plus à en discuter. Nous n'aurions aucune difficulté à considérer les animaux comme des personnes juridiques si on le souhaitait, du point de vue du dogme, c'est-à-dire par choix humain, mais nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Cela signifie donc que le droit est éminemment dogmatique, au sens alors tout à fait positif du terme. Il décrète ses propres vérités, qui par définition ne sont pas des vérités, puisqu'elles sont propres au droit et pas du tout à la science. Et de nouveau, le latin nous est de grand secours. La formule res judicata pro veritate habetur, la chose jugée est tenue pour la vérité. Elle n'est donc pas la vérité. D'où cette extraordinaire puissance des juristes dans la jurisdictio, quand la parole du droit insuffle l'existence juridique. Le cœur du droit a toujours été la dictio, et vous le voyez très bien dans le mot juridiction, juris dictio, la parole du droit. Le droit peut insuffler l'existence légale aux entités comme bon lui semble. D'où cette citation de Michel van de Kerkhove et François Host. Prenant des personnes et des choses, person and things, le droit, littéralement, insuffle, it imbues, leur insuffle l'existence légale. Le droit peut tout créer dans sa propre sphère juridique. C'est peut-être cette idée de jurisdictio qu'avait en tête lorsque Paul Valéry déjà se plaignait que les définitions du droit qu'adoptent les juristes ne contiennent plus une mention de la langue. Donc ils ne comprennent plus que la langue est constitutive de leur propre activité de juriste. La langue est donc le signe, est donc l'interprétation. En d'autres termes, la langue est constitutive même du droit. Vous voyez ici encore le professeur de droit romain du Collège de France, Dario Mantovani, il écrit à propos des grands juristes du digeste, rappelons que le ius à Rome est un droit sacré. Il est sacré dans ses formules. Religion et droit sont intimement liés. Le miracle de la transformation du monde à travers des mots justes. Le mot du droit transforme le monde. Un incarcéré, sur simple parole du tribunal, devient un libéré. Vous avez connu cela récemment en France. Ou un prévenu, sur simple parole du judiciaire, devient un condamné. Par la parole même du tribunal, il change ontologiquement en droit de statut. Il devient un condamné. Cette réussite éblouissante du droit remonte à ce que Giorgio Agamben appelle le sacrement du langage. Aux origines, il fallait bien que le mot correspondît à la chose. Qu'il n'y ait pas dissociation, interprétation entre les deux. Ce qui n'est possible, évidemment, que si l'on est Dieu ou quelque transcendance. Mais nous devons, dans nos langues, présupposer que ce recouvrement est possible, en sachant que le mot et la chose ne sont jamais rapprochés que par l'interprétation.
c'est ce qu'on appelle la dimension performative du droit. Qu'en dire, c'est faire. La parole du droit crée la réalité juridique. Je ne dis pas la réalité tout court, ordinaire, mais la réalité juridique. Cette idée de la performativité du droit, qui donc est liée au sacrement du langage, puisqu'il faut une entité suprême qui puisse assurer la correspondance exacte du mot et de la chose, en termes mathématiques, la bijection des deux ensembles mot et chose, eh bien, ce sacrement du langage a déjà été réalisé en quelque sorte en peinture dans l'Annonciation de Fra Angelico à Cortona. Il s'agit ici à nouveau d'examiner les paroles qui s'échangent. L'Annonciation, à nouveau, est un thème tout à fait adéquat à cette recherche, puisqu'il s'agit de l'annonciation du Verbe qui va s'incarner dans le Fils. Nous sommes entièrement dans le registre de la parole. Et cette annonciation qui annonce donc l'incarnation est entièrement faite de paroles. Et nous voyons les paroles. L'archange s'adresse à Marie et Marie lui répond. À nouveau le problème de la colonne, mais pourquoi la colonne n'est pas un problème? Parce que la colonne est le Christ lui-même. C'est la symbolique classique de l'iconographie de l'époque. Donc le Christ est déjà là, alors qu'on annonce la venue du Christ. C'est normal, puisqu'il est l'une des trois hypostases, Père, Fils et Saint-Esprit, il est donc toujours déjà là. On reviendra sur cette spécificité du toujours déjà là. Vous constaterez que la colonne interrompt les paroles de l'archange. L'archange parle en latin, puis sa parole s'arrête ici et reprend ici. Si vous examinez maintenant la parole de la Vierge, Ecce ancilla, etc., etc., les paroles sont écrites de droite à gauche, qui plus est à l'envers. Vous ne pouvez pas les lire. Seul Dieu peut les lire. Évidemment, elles sont adressées à Dieu lui-même, qui, aux cieux, peut parfaitement lire ces paroles. Plus troublant encore, la colonne n'interrompt pas la parole de Marie. Elle absorbe une partie du discours de Marie. N'oublions pas que l'incarnation n'a pas lieu si Marie refuse. Dieu, ça ne me semble pas être blasphématoire, mais a besoin de l'accord de Marie pour que le Christ soit incarné. C'est dire que la parole de Marie va donner l'existence, ici théologique, au Christ. Et l'on comprend alors pourquoi les paroles de Marie sont dans la colonne. Parce que sa parole, son dire, sera le faire en disant « Fiat mihi secundum », qu'il me soit fait selon. Ces paroles-là sont absorbées. Alors le Christ est, EST, ontologiquement parlant. Vous avez une parfaite représentation de la performativité du langage. Qu'en dire, c'est faire. Avec, en plus, un apport tout à fait étonnant pour la science politique et le droit, c'est le toujours là de la colonne. Pour les humains, les institutions sont de même structure. Elles sont d'une certaine manière toujours là, avant nous, puis nous survivons. Même si nous les avons créées, et l'on retrouve la dialectique de l'endogène et de l'exogène.
qu'en dire, c'est faire. Cette liberté d'insuffler l'existence légale du droit vous permet de comprendre pourquoi la catégorie juridique ne vise aucunement à refléter le réel, l'ontologie ordinaire. Ça n'est pas son problème comme tel, puisqu'elle vise le juste et non pas le vrai. La dissociation du juste et du vrai peut se percevoir très simplement à travers la présomption d'innocence, où vous ne disposez pas du vrai, la vérité judiciaire ne sera jamais connue, et pourtant le tribunal peut prononcer le juste, ou le principe de précaution en droit de l'environnement, ou encore plus simplement, nous l'avons vu, avec le dogme. Le dogme permet de dire le juste en parfaite méconnaissance ou en connaissance du vrai, ça n'a aucune importance. Ainsi, les figures de la personnalité juridique ou de la valeur intrinsèque ne nous apparaissent pas comme objectives, mais bien comme subjectives, non pas descriptives, mais bien prescriptives, en relevant de l'ordre du droit, c'est-à-dire de la finalité du juste. Là, malheureusement, se découvre très volontiers une erreur épistémologique qu'on appelle le paralogisme naturaliste ou la naturalistic fallacy, à savoir la prétention selon laquelle on pourrait déduire, et je suis très ferme sur ce terme, déduire le Sein, le Sollen du Sein, ou le devoir-être de l'être. Je vous donne un fait et vous pourriez déduire, c'est-à-dire objectivement trouver une valeur. C'est une erreur dénoncée déjà depuis David Hume, reprise par le mathématicien Moore. Une erreur qu'on voit en parlant par exemple de valeur intrinsèque. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans cette perspective-là de la naturalistic fallacy, quand on admet qu'il n'est pas possible logiquement de déduire un devoir-être de l'être, alors la personnalité juridique devient un simple problème de technique juridique. Et finalement, cette entité sujet de droit n'est qu'un lieu d'imputation ou un foyer de réception des droits, des devoirs et de responsabilités, un simple problème technique, comme on parle de personnes morales qui sont donc des sociétés commerciales dont l'ontologie n'est pas très intime, il faut le dire, par rapport à la personne à tout le moins. Donc, simple question de technique juridique. Mais cet questionnement juridique a malheureusement été là aussi contaminé ou troublé par un rapprochement sémantique assez malheureux, l'opposition entre personne et persona. La personne, assez intuitivement, serait un ensemble de données ontologiques, qualités personnelles. Ça s'opposerait à la persona, à savoir un rôle social impersonnel qui correspond aux premières définitions du masque de théâtre. Comment a-t-on pu alors rapprocher ces deux notions qui semblent fort différentes? Au fond, la notion de personnalité était ontologisée au profit des seuls humains, puisque c'est une pure notion technique d'être sujet de droit, d'apporter un masque de théâtre, finalement, dans le grand théâtre du droit, à partir d'un concept juridique très technique qui vient de la procédure anglaise. Et c'est John Locke, à suivre les travaux de Alain de Libéral, aussi professeur émérite du Collège de France, qui montre qu'avec John Locke, ce qu'était une persona du droit procédural, puisqu'il s'agit d'un rôle social impersonnel, tout à coup était lié par le psychisme dominant de l'époque, c'est les écrits sur l'entendement humain, à la personne, est devenu donc une qualité personnelle. Intéressant de souligner que John Locke est aussi le grand défenseur de la propriété au sens de propriété privée moderne sur soi, sur autrui, sur une parcelle du monde, et une propriété privative, c'est-à-dire
exclusive de tout autre, c'est-à-dire une logique d'appropriation, ce qui donne à penser notre vision un peu particulière vis-à-vis des animaux. Donc, ontologiser consiste à transformer le juste en vrai. Transformer la contingence en nécessité, ou si vous voulez, le choix en constat, puisque s'il s'agit d'une vérité ontologique, plus personne ne peut la contester. Et vous voyez cet amalgame à travers les affirmations suivant lesquelles les animaux ont des droits. Et comme ils ont des droits, c'est ontologique, les juristes devraient forcément leur reconnaître les droits. Pas les leur attribuer, les leur reconnaître. Seulement pour un juriste, aucune entité n'a des droits, même pas les humains. Parce que nous ne sommes pas dans l'ontologique, mais dans le juridique. Or, le droit est relation. Relation est choix. Sans autrui, il n'y a pas de droit. Robinson, seul sur son île, ne sent pas le souffle de la loi. Il ne ressent pas les vertus des biens humains. La notion de droit n'a aucune pertinence en son chef. Elle réclame un autrui. Et c'est par la présence de cet autrui qu'un droit est donné ou doit être donné. Ces thèmes ont donné lieu à une recherche qui est maintenant aboutie d'un doctorant que nous avions avec Madame Florence Burga, professeure de philosophie à l'École normale supérieure et moi-même à Lausanne, où le candidat très subtilement distingue, mais je n'irai pas plus avant sur cette question parce qu'elle est trop délicate dans ses développements, la subjectivité et la subjectivité. Dans subjectivité, vous voyez la qualité personnelle apparaître encore. Dans subjectivité, la version est beaucoup plus objective. Elle correspondrait à la persona. Et il conviendrait de redistinguer ces deux. D'où la subjectivité comme propriété ontologique qui recèlerait des droits subjectifs, avec le risque alors de l'erreur qu'on appelle naturalistic fallacy. La subjectivité, elle, correspondrait au fond à la vieille persona. Il est vrai que dans la philosophie politique moderne, donc dans le droit moderne aussi, la subjectivité présente l'avantage et la noblesse de poser une stricte égalité entre tous, au risque de confondre égalité ontologique et égalité juridique, ce qui pose de redoutables problèmes pour la justification des discriminations, qu'on appelle discrimination positive et affirmative actions, puisque là, dans ces cas, la différence, et non plus la stricte égalité, la différence devient pertinente. Mais comment une différence peut-elle être pertinente si nous évoluons dans une justice comprise comme synalagmatique, ce qu'on appelle la justice commutative? Je donne parce que tu donnes. Alors forcément, l'égalité est stricte. Mais alors je ne puis pas opérer des affirmative actions. C'est dire qu'il existe un autre modèle de justice que la simple justice commutative, une justice qui permet d'assumer la différence, et on l'appelle la justice distributive, une justice autre que celle de l'égalité arithmétique, et nous allons essayer de parcourir en parallèle ces deux types de justice. Avec les droits naturels modernes, qui ont donné lieu aux droits fondamentaux, on poursuit le modèle de la justice commutative comme stricte égalité et parfaite symétrie entre tous les sujets de droit qui en sont les bénéficiaires. En réalité, entre des individus qui sont pris dans un paradigme mécaniciste, et on le voit très clairement chez Hobbes ou Locke, le paradigme mécaniciste qui vaut dans les sciences. La science était devenue à l'époque le modèle pour tenter d'opérer une sorte de science du droit. La justice y est commutative parce que les positions des agents peuvent être commutées les unes par rapport aux autres, puisqu'ils sont tous détenteurs à l'identique des mêmes prérogatives juridiques.
Donc toutes leurs positions peuvent être commutées. C'est la logique du contrat quand on le regarde vraiment, je dirais presque comme un mauvais technicien dirait Muriel Fabre-Magnan, parce que le contrat se prend toujours évidemment dans un tout plus large, mais laissons déjà vivre la logique contractualiste telle qu'on la croise trop souvent. C'est une logique qui est analytique, il s'agit d'individus qui vont passer un contrat avec d'autres individus. Solipsiste, il n'y a pas de bien commun dans un contrat, il y a éventuellement un intérêt commun, mais pas de bien commun, aucun tout qui précède les co-contractants ou qui les englobe, comme le serait la biosphère par rapport à nous, ce qui, à mon avis, ruine complètement la démarche intéressante épistémologiquement de Michel Serres dans son contrat naturel. Nous ne pouvons pas passer de contrat avec la nature parce que nous ne sommes pas à égalité avec elle. Elle est évidemment englobante, donc aucun contrat n'est possible. Rappelons que cette logique contractualiste est le cœur de nos systèmes théoriques de politique, puisqu'il s'agit du contrat social. Ce qui pose de redoutables difficultés de philosophie politique que je n'aborderai pas ici. Sans tout précédent, cela signifie que dans un contrat, il y a une certaine indifférence au collectif. Tant que les biens sont disponibles, nous pouvons les partager. Et cette vision d'absence de collectif, vous la voyez parfaitement réalisée dans la propriété moderne et son droit de détruire. En effet, chez les Romains, l'abusus, une des prérogatives qu'offre le droit de propriété, ne permet pas de détruire la chose. Il permet de la vendre, de la prêter, de la louer, de l'offrir, non pas de la détruire. C'est-à-dire que la propriété, en guillemets, privée chez les Romains est encore liée à un tout. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Dans la propriété privée moderne, vous avez le droit de détruire votre chose. Donc elle n'est plus référée à un tout, ce qui vous montre bien qu'on n'a plus de tout dans nos conceptions actuelles du droit. La question est alors comment, avec une vision purement analytique, horizontale, solipsiste, pourrait-on parvenir à résoudre des problèmes, causes environnementales, causes animales, qui eux ne sont pas analytiques, mais au contraire holistiques, qui ne sont pas solipsistes, mais qui travaillent sur l'interdépendance, et même avec une biosphère qui nous englobe. Nous voyons déjà épistémologiquement que les structures juridiques que l'on utilise ne parviendront vraisemblablement pas à résoudre la question qui se pose parce qu'elles sont épistémologiquement incommensurables. Un manque de commensuratio, comme on pouvait le dire à la Renaissance concernant la perspective. Il s'agirait donc bien de changer de paradigme. Alors la question délicate qui se pose, si l'on étend l'égalitarisme des droits fondamentaux aux animaux, offre-t-on réellement un changement de paradigme? C'est la question que nous allons essayer de voir très brièvement maintenant. Si les droits fondamentaux sont ontologiques, alors ils sont tout d'un bloc. Nous ne pouvons pas être plus ou moins hommes. Ça veut dire que toute affirmation de différence provoque un changement du modèle de la justice commutative vers la justice distributive, c'est-à-dire une justice différentialiste où les positions ne sont pas commutables, puisque la différence y devient pertinente. D'ailleurs, les défenseurs des droits des animaux sont très lucides sur cette question. Ils reconnaissent bien qu'un certain nombre de droits fondamentaux ne peuvent pas être octroyés aux animaux. Droit au mariage, droit de vote, droit à la sécurité sociale, on le comprend. Mais si ces droits fondamentaux cessent d'être d'un bloc, alors ils quittent leur logique première, qui est celle de la stricte égalité. Et nous changeons de régime de justice. Nous ne sommes plus dans une justice commutative, mais dans une justice distributive ou justice de proportion. Et la bonne nouvelle nous vient du droit international public.
On est parfaitement conscient, alors qu'il s'agit d'une sphère juridique que l'on conçoit volontiers comme extraordinairement horizontale, qu'en réalité, quelque tout précède les États. C'est la notion de responsabilité commune mais différenciée, en matière notamment de pollution. Vous voyez ici que nous avons quitté le régime de la justice commutative, puisque les responsabilités sont communes. Certes, cela signifie donc qu'un tout est d'abord défini, les communes pollutions. J'ai d'abord un tout. Et ensuite, je distribue, qui plus est différentiellement, les moyens de lutte. Communes, mais différenciés. Tous les États n'ont pas à répondre de la même manière ou à la hauteur du même montant ou des mêmes efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes bien dans une justice où la différence est pertinente, soit un modèle de justice distributive. On retrouve cette opposition avec l'opposition entre obligation consentie, par exemple, et obligation assumée. Donc nous entrons dans une égalité de type asymétrique. Nous l'avons dit, renoncer à la justice commutative n'est pas renoncer à toute justice. Il s'agit simplement de renoncer à une égalité arithmétique, qu'on appelle aussi équivalence, pour passer à une égalité géométrique ou proportion. Les exemples sont fameux, on les trouve chez Aristote. L'aile est à l'oiseau, ce que la nageoire est au poisson, ce que la patte est à l'autruche, ce que la jambe est à l'homme. Vous dites dans les 4 rapports la même fonction de motricité. Et pourtant, vous la dites dans des milieux différents. Donc, nous ne sommes plus dans un système de stricte égalité, puisque la motricité elle-même sera différente dans l'eau, dans l'air, sur Terre. Vous joignez donc du même et de l'autre des ressemblances et des dissemblances, ce qu'on appelle l'analogie au fond. Et Paul Ricoeur nous avait déjà averti, grand herméneute, que de l'analogie ou des similarités, il faut juger, c'est-à-dire choisir. Elles ne sont pas objectives. Faites-vous triompher les ressemblances ou faites-vous triompher les différences? Donc vous avez une sorte d'unité dans la diversité, ce qui caractérise tous les États fédéraux, c'est-à-dire littéralement une commensuratio, une égalité dans la proportion. On pourrait alors envisager un droit commun aux humains et aux animaux, mais qui ne soit pas égalitariste, c'est-à-dire un droit humain non égalitariste, où on distribuerait à l'intérieur d'une même catégorie du vivant des rôles différents, parce qu'il s'agit d'acteurs différents. Nous y reviendrons dans la conclusion. Pour le dire en d'autres termes, nous avons vu que la synalagmicité n'est pas la réciprocité. Nous serions alors dans une catégorisation, prenant ensemble hommes et animaux, de l'ordre de la réciprocité, et pas de la synalagmaticité. Passage donc de justice commutative à une justice distributive, vous retrouvez ici les grands travaux de Pierre Aubin, grand spécialiste d'Aristote, qui parle à ce titre d'une anthropologie de la finitude. La justice distributive, en acceptant de poser un tout avant d'opérer les distributions, reconnaît la finitude humaine et en quelque sorte montre la fausse toute-puissance de l'individu. C'est donc en fonction de ce tout que les rôles seront mesurés, distribués. Il s'agit bien donc d'une commensuration. Un droit agonistique maintenant. Il s'agit là aussi de la deuxième considération concernant le jeu entre justice commutative et justice distributive. La première avait trait à l'égalité asymétrique. Ici, il s'agit du droit agonistique en qualification du droit moderne. Le droit moderne est un droit éminemment violent. En effet, il résulte de la guerre de tous contre tous,
de logique de prédation et d'appropriation généralisée, comme le soulignait extrêmement bien Thomas Hobbes. D'où le besoin de sécurité et en particulier de protection de la propriété privée de soi, on l'a dit, des autres et des choses. Propriété privée qui, dans la technique juridique, se dit erga omnes, c'est-à-dire contre tous. Cette prérogative, notamment du droit de détruire sa chose, est très étrange, puisque le droit de propriété est sans doute un droit relevant du droit privé, mais il semble ne plus être un droit civil, dans la mesure où le droit civil est lié à la civitas. C'est la dénomination même de civil, c'est-à-dire à la chose publique. Or, si vous avez le droit de détruire totalement votre chose, cette chose-là ne participe plus à la chose publique, puisque vous diminuez la chose publique par votre acte. Et donc, nous aurions une propriété privée qui cesse d'appartenir au droit civil. C'est évidemment, pour un juriste, une situation extrêmement troublante. Ce droit moderne est fait de force, on l'a dit, de puissance, c'est le mot prérogative, des puissances sur autrui, sur le monde, qu'on appelle les droits subjectifs. Ce droit force a son parallèle en physique, puisqu'il s'agissait de la mécanique de l'époque. Et on voit bien que les juristes ont emprunté une partie de leur vocabulaire aux sciences dures pour réduire le droit à un système de force, un rapport de force, comme lorsque vous dites « ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui », cela signifie clairement que autrui vient vers moi en s'opposant à moi. De par le simple fait d'être là, il réduit ma liberté. Sans lui, ma liberté serait infinie. Et l'on voit que tout le droit moderne est, consciemment ou pas, pensé sur des rapports de force, sur des rapports d'opposition. Un physicien dirait simplement action et réaction. Un droit anthropocentrique insuffisamment. Ce serait la troisième caractéristique de comparaison des deux types de justice. Octroyer une qualité prétendue exclusivement humaine, que serait la personnalité juridique, n'est-ce pas emporter les animaux dans la sphère même des humains? Une sphère dont on a vu que ses rapports de droit sont profondément conflictuels et que sa justice est agonistique. Est-ce vraiment un destin désirable pour les animaux que de les plonger dans un droit éminemment conflictuel? C'est en tout cas une marque d'anthropocentrisme assez marquée. Il vaudrait mieux travailler de l'autre côté de l'échiquier sur l'homme lui-même et retransformer la personnalité juridique en persona et la mieux ajuster aux animaux. On l'a dit, catégorein signifie mettre en accusation, et donc la catégorie de vivant qui serait commune aux animaux et aux hommes mettrait en accusation l'homme. En accusation de quoi? D'un manque de considération pour l'animal et surtout pour sa propre animalité. Et dans cette catégorie du vivant, quelle serait la fonction la plus éminente que l'on reconnaîtrait au vivant humain? Les juristes le savent bien, ce serait évidemment la responsabilité. Les humains devront répondre de leur manque de considération pour l'animal, alors même qu'ils vivent en parfaite et en totale interdépendance, plutôt en totale qu'en parfaite interdépendance avec eux. Et l'oubli de cette animalité est peut-être une marque très forte d'anthropocentrisme, d'un homme qui n'a pas été capable de se regarder suffisamment lui-même. Mais comme on y distribuerait différentiellement les rôles, alors nous sommes bien dans un modèle de justice distributive. Ce modèle présente deux avantages immenses dans le débat autour de la cause animale. Premier avantage, la question de l'absence de devoir des animaux envers nous. Cette absence de devoir ne fait sens que si vous êtes dans une justice commutative. Si vous êtes passé dans une justice distributive, l'asymétrie n'est plus un problème. Donc l'absence de devoir cesse d'être un argument pertinent. Deuxième avantage, vous évitez le paradoxe des droits fondamentaux qui est
qui a pour expression originelle la liberté d'arrangement à la nature. C'est ainsi qu'ont été conçus les droits fondamentaux. Mais si vous octroyez des droits fondamentaux aux animaux, cela signifie donc que vous leur octroyez une liberté d'arrachement à la nature. Mais est-on bien convaincu que les animaux ont envie de s'arracher à la nature? Cela paraît quelque peu troublant. Ce serait une sorte d'anthropocentrisme en creux. Et nous abordons alors l'étrange animalité de l'homme, puisqu'on le voit, ce qui est problématique, ce ne sont pas les animaux, mais bel et bien l'homme. Cette liberté d'arrachement à la nature trouve un écho stupéfiant dans les neurosciences. C'est notamment par la qualification d'anature que le neuroscientifique Alain Prochiance, professeur émérite du Collège de France, caractérisait l'homme. La nature de l'homme, c'est son anature. Pour le dire autrement, l'homme est seulement une créature au monde, alors que l'animal est une créature du monde. L'animal est déjà levé dans le monde. Il y est inscrit. En d'autres termes, et c'est Homo faber, l'homme est naturel par l'artefactuel. L'homme ne se tient dans le monde que parce qu'il crée des techniques, des artefacts qui lui permettent d'affronter la nature. Naturel par l'artefactuel, que Bernard Stiegler qualifie très clairement comme un manque d'être ou un défaut d'être de l'homme. Au fond, c'est le résultat de la faute d'Épiméthée, une mauvaise distribution, et on est bien dans la logique distributive, une mauvaise distribution des qualités entre tous les animaux, humains et non humains, par Épiméthée. Alors vous comprenez que si l'on qualifie la nature humaine comme une anature, toutes les continuités scientifiques que l'on pourrait relever entre l'humain et l'animal conduisent à un fourvoiement épistémologique, puisque ces continuités sont pour la nature chez l'animal, mais pour l'anature chez l'homme. Au reste, épistémologiquement parlant, une continuité scientifique ne vous assure aucunement une continuité de statut ou une simple différence de degré. Il existe des propriétés émergentes, des effets de seuil, malgré la continuité d'une valeur. Et il s'agit bien donc de changement de nature au long d'un changement de degré. Donc l'argument de la continuité scientifique est un argument assez faible du point de vue épistémologique, de même qu'il ne soutient pas les discontinuités non plus. La continuité permet aussi d'assurer un simple changement de degré. Donc l'argument ne va ni dans un sens ni dans l'autre. Nous en arrivons alors à la dame à l'hermine. La dame à l'hermine va nous permettre de comprendre l'ambivalence des continuités. Prima facie, c'est-à-dire dans un regard superficiel restant à la surface des choses, vous constatez beaucoup de formes serpentines, des cercles ou des ovales, symboles de la vie pour Léonard. Le visage, la forme du visage de Cecilia, son collier, son bras blanc arrondi, tout à fait analogue au corps de l'animal. Mais précisément, en première vision, en vision superficielle, à y regarder de plus près, vous constaterez qu'en réalité, il ne s'agit pas du bras de Cecilia, mais bien du corps de l'animal. Son bras passe ici dessous, il se termine par une main tout à fait disgracieuse qui ressemble bien plus à un moignon. Une main tout à fait horrible. Léonard se plaît souvent à ces ambivalences. La main aussi est tout à fait terrifiante. Elle paraît sortir comme ça des ténèbres, une main très menaçante, davantage faite de griffes, pourrait-on penser.
Alors qu'à l'inverse, les griffes de l'animal sont finement dessinées par Léonard, de grande élégance. Le poignet est tout à fait remarquable. Autant le poignet est digne, noble, majestueux, autant la position du poignet de Cecilia est improbable, position certainement douloureuse. Beaucoup d'interprètes estiment que l'hermine mime l'élégance de Cecilia, mais ne serait-ce pas l'inverse? Qui est le modèle de qui? Remarquez que la main de Cecilia comporte 4 doigts apparents, comme les 4 griffes de l'hermine. Alors, la catégorisation juridique entre les hommes et les animaux doit-elle aller pour modèle de l'animal vers l'homme, ce qu'on qualifie parfois d'exaucement de l'animal, mais on l'a vu, on rentrerait dans un droit agonistique, et à tout le moins, on sombrerait dans l'anthropomorphisme. Ou doit-elle au contraire, à l'inverse, aller de l'homme vers l'animal, c'est-à-dire un homme qui retrouverait son animalité. Dans le sens noble, parce qu'il aurait oublié sa nature profonde. Et voyez, cette confusion du bras et du corps de l'animal correspondrait à ce que les Grecs appellent la métisse, c'est-à-dire la ruse. C'est évidemment une démarche rusée de Léonard de Vinci. Et la ruse est aussi traduite par Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernon par intelligence animale. Alors peut-être que l'homme avait bien davantage qu'on ne le croit une intelligence animale. On sait que c'est par Platon que le mot métis a été remplacé par le mot logos, c'est-à-dire l'intelligence animale ou rusée, par la raison, la déduction. Mais qu'avant Platon, les philosophes grecs, Aristote le conservera encore un peu, parlaient volontiers de ruse. Et pourquoi l'homme est simplement rusé? Pourquoi l'homme est naturel par l'artefactuel? À cause de sa claudication ontologique, de son manque d'être. Et on voit par là qu'il ne s'agit nullement d'une supériorité de l'homme, puisqu'il y a claudication ontologique dont ne souffre pas l'animal, mais en tout une spécificité de l'homme. Et cette spécificité serait une sorte de spécisme de la responsabilité. On entend par là que seule l'espèce humaine a des devoirs envers les autres animaux. Et cette asymétrie devient parfaitement cohérente dans un modèle de justice distributive, alors qu'évidemment, elle n'est pas soutenable dans un modèle de justice commutative. La grande question est alors de savoir si cette responsabilité compensera-t-elle la bestialité de l'homme? Parce que la bestialité est une qualité toute humaine. Il n'y a pas de bestialité chez les animaux. La bestialité est en fait la catégorie des actes irrationnels. Or, les animaux ne sont pas capables d'actes irrationnels. Et vous auriez ici bien une spécificité de l'homme. Irrationnel, par exemple, de tuer l'adversaire qui accepte sa domination, qui reconnaît par son comportement qui vous est soumis. Seul l'homme, semble-t-il, peut-être existe-t-il quelques cas de singes, est capable de tuer celui qui a accepté sa domination. Voilà un acte typiquement irrationnel qui montre bien la violence au cœur de l'homme. Ainsi, et j'en termine, catégorisant l'homme de vivant, nous le mettons en accusation. Le verbe catégorer. Nous le mettons en accusation de répondre de deux manières. De répondre à son animalité, c'est-à-dire à sa fragilité, à sa finitude,
mais aussi de répondre de son hubris, de ses excès, de son exagération, c'est-à-dire de sa démesure, afin de ne pas tomber dans les griffes de sa propre bestialité. Je vous remercie.